Il existe beaucoup de techniques pour se faire respecter toujours plus partout, mais elles ont quelque chose d'artificiel. Elles n'arrivent pas à nous connecter avec notre nature intime et à favoriser notre spontanéité, nous aider à penser vite et à parler juste. C'est justement ce que fait l'aïkido mental. Alors l'aïkido mental, ce n'est pas une technique d'autodéfense, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas non plus une technique de méditation et ce n'est pas non plus une technique qui demande d'apprendre des mots orientaux compliqués. Ce qui fait que l'aïkido mental fonctionne, c'est une particularité de l'aïkido qui lui donne un rang spécial parmi les arts martiaux. Tous les arts martiaux s'intéressent principalement à l'efficacité des techniques, mais l'aïkido, ce qu'il met en premier, c'est non pas l'efficacité du geste, mais le sens du geste. Et par là, il a de nombreuses applications en dehors des conflits. Mais le mieux, je pense, c'est de vous faire sentir les principes de façon à ce que vous puissiez rentrer chez vous en ayant compris quelque chose et en pouvant appliquer quelque chose. Alors pour cela, je vais illustrer ce qu'est l'aïkido mental. Et l'illustration que j'ai choisie est tirée du Seigneur des Anneaux. Il s'agit du personnage d'Aragorn. Alors Aragorn est déjà connu par tout le monde pour quelqu'un qui a une masculinité non toxique. Et on pourrait dire que la masculinité non toxique, c'est arriver à gérer ses forces masculines, ses forces féminines et comment passer de l'un à l'autre. Alors c'est dit très schématiquement, mais je pense qu'on peut partir sur cette idée. Voici donc ma vidéo d'introduction à l'aïkido mental. S'il y en a parmi vous qui aiment écrire, je proposerai à la fin de la vidéo un atelier d'écriture en ligne. J'ai choisi l'extrait où Aragorn rencontre Éomer, donc c'est une rencontre entre deux inconnus. Pour petit rappel, Aragorn est en train de rechercher des amis à lui, deux amis à lui, et il est en compagnie de deux autres amis. Ils sont en terrain totalement inconnu, et à un moment donné arrive soudain une troupe de cavaliers, et les trois amis se cachent dans l'herbe. Nous allons bientôt analyser le livre, parce que c'est dans le livre que se trouvent les éléments les plus précis, les plus puissants. Mais je vous propose de voir d'abord l'extrait du film. Ça vous reconnectera certains neurones, ça vous donnera des émotions et ça vous donnera une vision d'ensemble de l'interaction. Cavalier du roi! Quelle nouvelle des hommes de la marche? Que font un elfe, un homme et un nain dans le Riddermark? Répondez. Donnez-moi votre nom, dresseur de chevaux. Je vous donnerai le mien. Je vous couperais volontiers la tête. Nain. Si elle sortait un peu plus du sol. Vous seriez mort au moindre geste. Je suis Aragorn, fils d'Arathorn. Voici Gimli, fils de Glóin, et Legolas du royaume sylvestre. Nous sommes les amis du Rohan et de Théoden, votre roi. Théoden ne reconnaît plus ses amis de ses ennemis. Pas même les siens. La troupe avait déjà presque passé quand Aragorn se leva soudain et cria d'une voix forte « Quelle nouvelle du Nord, cavalier du Rohan !» Alors j'ai fait quelques dessins pour mieux comprendre.
que se passe-t-il lors d'une rencontre avec un inconnu? On a ce que Monsieur Claff, Monsieur Claff, c'est celui qui a écrit ce livre-ci, qui existe en français. Monsieur Claff appelle une collision initiale. Donc on a deux sphères qui entrent en contact et une collision initiale. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui est en jeu? Les deux inconnus essayent chacun de trouver du bénéfice à cette interaction, mais ils ne savent pas quelle sera exactement la nature de l'échange. Est-ce que ce sera moi qui aurai du bénéfice et toi qui en auras aucun? Est-ce qu'on en aura tous les deux? À quel titre? Qu'est-ce qui définira le rôle de chacun dans l'interaction? Pour qu'il y ait un bénéfice de la part du moindre des deux, il faut que la situation soit cadrée. C'est Claff ici qui parle de cadre. Il faut qu'il y ait un cadre stable qui permette l'échange. Alors dans d'autres textes, on parle de, par exemple, ici, un ouvrage beaucoup plus savant, Une logique de la communication, de Václavic, c'est l'école de Palo Alto de la systémique. On parle de composantes relationnelles, on parle de relations, donc l'échange qui va se faire ne va pas être un échange dans les premières secondes, dans les premiers instants, dans les premières minutes. Ça va pas être un échange qui porte sur un transfert de contenu d'information, mais plutôt une sorte de guerre pour savoir quel est le cadre qui va dominer, de quoi va-t-il être question dans cette relation, quelle est la définition de cette relation. Et alors ce qui va se passer pour que l'échange puisse être bénéfique pour au moins une personne, il faut que le cadre soit fixe, et donc c'est-à-dire que ici au départ chacun vient avec son cadre, chacun vient avec sa propre sphère de contrôle, disons, avec son cadre, chacun vient avec son cadre, et pour que la situation se stabilise, il faut que l'un des deux cadres domine. C'est seulement quand un cadre a dominé qu'il pourra y avoir une interaction fructueuse. Et alors, comment est-ce que de deux cadres, on arrive à ne faire qu'un seul cadre? C'est par absorption. Il faut qu'il y ait un cadre qui soit plus fort que l'autre. Et donc, c'est tout ce dont il s'agit ici. Donc, dans l'interaction entre Aragorn et Éomer, il y a une lutte de cadres. Donc, chacun propose un cadre et il y a une sorte de négociation sur les cadres jusqu'à ce que finalement il y ait un cadre qui domine, et ici ce sera celui d'Aragorn. Alors, j'ai interrompu déjà dès la première phrase d'Aragorn, parce que dès la première phrase, il fait quelque chose de tout à fait remarquable. En fait, ici on a de l'aïkido. Donc c'est une image que j'ai plus ou moins volée dans ce livre d'aïkido. Donc c'est un livre qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Saotome, et il a été formé par le fondateur, et puis le fondateur l'a envoyé aux États-Unis pour enseigner, donc il sait de quoi il parle, et donc il y a toutes sortes de schémas, et donc là, le yin et le yang, je vous ai parlé de force masculine, féminine, je préfère parler en français. On peut parler aussi de pression haute, pression basse. Ici, on a un aikidoka qui est en posture d'attaque, et ici, en posture de défense. Vous voyez, donc on peut parler de position haute, position basse. Et alors, ce que Aragorn fait de très remarquable dans cette collision initiale, c'est qu'il prend dès le début une position haute, c'est-à-dire, il pose une question, mais sa question, c'est « Quelle nouvelle du pays de Rohan ?» Donc là, il fait comme s'il avait le droit de demander une information à ces gens qui sont chez eux, finalement. Donc il y a quelque chose de très audacieux qui va avoir une incidence sur tout le reste de l'interaction. Ce qui est intéressant, c'est que
dès le premier mot, tout est joué. Donc il ne s'agit pas du tout d'avoir des techniques pour compenser une situation qui est mal barrée. Non, dès le départ, il y a une impulsion qui va dans le sens de la victoire. Pensons par exemple à ce qui m'est arrivé hier dans le jardin, en sortant du jardin japonais. Donc j'ai rencontré le gardien, il s'est mis en position haute puisqu'il s'est moqué de mon accent, et moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu une position un peu complémentaire, basse, et je me suis un peu moqué de mon accent, ce genre de choses-là, où je lui ai posé une question. En fait, j'ai accepté son cadre, et du coup, il n'a plus été tellement intéressé par moi, alors que j'aurais pu avoir une posture d'attaque, comme Aragorn, par exemple, en lui disant je préfère l'accent belge que l'accent marseillais, ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est ce que j'aurais dû dire, mais si j'avais agi comme... Si j'avais eu une position haute, l'interaction aurait eu plus d'intérêt pour lui dès le départ. Quelle nouvelle du Nord, cavalier du Rohan? Ils arrêtèrent leur coursier avec une rapidité et une adresse étonnantes, firent demi-tour et vinrent à la charge. Les trois compagnons se trouvèrent bientôt au centre d'un anneau de cavaliers tournant en rond sur la pente de la colline derrière eux et redescendant, virevoltant autour d'eux en un cercle toujours plus étroit. Aragorn se tenait debout en silence et les deux autres restaient assis immobiles, se demandant comment les choses allaient tourner. Soudain, sans un mot ni un cri, les cavaliers s'arrêtèrent. Un fourré de lances était pointé vers les étrangers, et certains des cavaliers avaient un arc à la main, flèche encochée. L'un d'eux s'approcha alors, un homme de haute taille, plus grand que tous les autres. De son casque, comme un cimier, pendait une queue de cheval blanche. Il avança jusqu'à ce que la pointe de sa lance fût à un pied de la poitrine d'Aragorn. Celui-ci ne fit aucun mouvement. « Qui êtes-vous et que faites-vous dans ce pays ?»« On m'appelle Grandpa, répond Aragorn. Je viens du nord, je chasse des orques. » Le cavalier sauta à bas de sa monture, tendant sa lance à un autre qui s'était avancé et qui avait mis pied à terre à côté de lui. Il tira son épée et se tint face à face avec Aragorn, l'examinant attentivement et non sans étonnement. Il finit par parler de nouveau. « J'ai cru tout d'abord que vous étiez vous-même des orques, mais je vois à présent qu'il n'en est pas ainsi. En vérité, vous ne connaissez pas grand-chose des orques pour les chasser de cette façon. Ils étaient rapides et bien armés, et ils étaient nombreux. Si jamais vous les aviez rejoints, vous n'auriez pas tardé à devenir de chasseurs proies. Mais il y a quelque chose d'étrange en vous, Grandpa. » Il fixa encore sur le rôdeur ses yeux brillants et clairs. « Ce n'est pas un nom d'homme que vous me donnez, et votre habillement est curieux. Auriez-vous surgi de l'herbe? Comment avez-vous échappé à notre vue? Seriez-vous des elfes? » ?»« Non, dit Aragorn, un seul d'entre nous est un elfe, Legolas, du royaume Sylvestre, dans la lointaine forêt noire. Mais nous avons passé par la Lothorienne, et les présents et les faveurs de la dame nous accompagnent. » Le cavalier les regarda avec un étonnement renouvelé, mais ses yeux se durcirent. « Il y a donc une dame dans la forêt d'or, comme on le voit dans les anciens contes. Peu nombreux sont ceux qui échappent à ces filets, dit-on. Nous vivons en d'étranges temps. Mais si vous jouissez de sa faveur, peut-être êtes-vous aussi des tisseurs de filets et des sorciers. » Il tourna soudain un regard froid sur Legolas et Gimli. « Pourquoi ne parlez-vous pas, vous autres muets ?» Gimli se leva et se campa fermement sur ses pieds écartés. Sa main se crispa sur le manche de sa hache et ses yeux sombres étincelèrent. « Donnez-moi votre nom, dresseur de chevaux. Je vous donnerai le mien et autre chose avec. » « Quant à cela, dit le cavalier braquant de son haut les yeux sur le nain, c'est à l'étranger de se déclarer le premier. Je vous dirai néanmoins que je me nomme Éomer, fils d'Éomund, et qu'on m'appelle le 3e maréchal du Riddermark. »
Eh bien, Éomer, fils d'Éomund, troisième maréchal du Riddermark, permettez que Gimli, fils du nain Glóin, vous mette en garde contre vos sottes paroles. Vous parlez en mal de ce qui est d'une beauté qui dépasse vos capacités de penser, et seul peut vous excuser votre peu d'entendement. Les yeux d'Éomer s'enflammèrent, les hommes de Rohan eurent des murmures de colère, et leur cercle se resserra, lance pointée. Je vous couperai la tête avec la barbe et tout, maître le nain, pour peu qu'elle fût un peu plus loin du sol. Il n'est pas seul, dit Légolas, bandant son arc et encochant une flèche d'un tour de main plus rapide que la vue. Vous seriez mort avant que votre coup ne tombe. Éomer brandit son épée, et les choses auraient pu mal tourner si Aragorn ne s'était précipité entre eux, main levée. Pardonnez-nous, Éomer, quand vous en saurez plus, vous comprendrez pourquoi vous avez irrité mes compagnons. Nous ne voulons aucun mal au Rohan, ni à aucun de ses habitants, hommes ou chevaux. Ne voulez-vous pas entendre notre histoire avant de frapper ? Ici, on a une compétition entre deux cadres qui sont chacun en position haute. Donc vous avez Éomer d'un côté et Légolas et Gimli de l'autre qui essayent chacun d'avoir la position haute. Et donc il y a une sorte d'escalade, une course aux armements, et ça monte, et il n'y a rien qui peut le bloquer, qui peut arrêter cette escalade, sauf si quelqu'un, vient rééquilibrer la situation, comme Aragorn, et prend une position basse en disant pardonnez-nous, Éomer, etc. Mais nous allons voir que ce n'est pas le dernier mot d'Aragorn, parce qu'il a posé son cadre en hauteur, et il ne va pas simplement passer d'une position totalement haute à une position basse. Il garde sa position haute qu'il a posée lors de la collision initiale. Ne voulez-vous pas entendre notre histoire avant de frapper ? Oui, dit Éomer abaissant sa lame, mais ceux qui vagabondent dans le Riddermark feraient bien de se montrer moins arrogants par ces temps douteux. Dites-moi d'abord votre nom véritable. Dites-moi d'abord qui vous servez, dit Aragorn. Êtes-vous ennemi ou ami de Sauron, le seigneur ténébreux de Mordor ? Ici, Aragorn aurait pu simplement répondre directement à la question d'Éomer, mais alors ça revenait à abandonner le contrôle du cadre et à se laisser dominer par le cadre d'Éomer, mais il garde son cadre du début, parce qu'il avait dit au début « Homme du Rohan, quelle nouvelle de votre pays ?» Donc il se place comme celui qui a droit à avoir des informations, et donc à nouveau il recadre ici Éomer, et vous allez voir qu'une fois qu'il a fait ça, il a gagné la bataille, parce que le reste maintenant n'est plus qu'une sorte de récolte de ce qu'il a semé dès les premières secondes de l'entretien. Alors on va voir, ici c'est un dessin que j'ai à nouveau pris du livre sur l'aïkido, et donc il y a dans l'aïkido, c'est très important d'avoir une sphère, hein. Donc chacun a sa sphère, et une sphère c'est quelque chose qui a un centre. Ça c'est un dessin du fondateur de l'aïkido. Donc tout se résume finalement à avoir une sphère, avoir un centre solide. Et ici vous avez un aïkidoka qui est bien centré dans sa sphère, et vous avez ici son adversaire ou son partenaire qui est absorbé par la sphère du premier. Donc on parlait ici, c'est Ohrenclaf qui parlait d'absorption, qui avait des cadres qui s'absorbent, et ici dans l'aïkido il y a aussi une absorption, mais on ne parle pas de cadre, on parle de sphère. C'est peut-être mieux de parler de sphère parce qu'il y a un point central, et voilà, ça véhicule aussi beaucoup d'autres choses, la sphère, mais je ne peux pas en parler ici. Vous avez ici voilà un atome, et alors il y avait une phrase qui illustre ce dessin du livre sur l'aïkido. Sa force de gravité m'absorba dans le vide d'un trou noir auquel je ne pouvais échapper. Et donc c'est ce que Aragorn ici a créé pour Éomer, un trou noir
auquel Éomer ne pourra pas échapper. « Dites-moi d'abord qui vous servez, dit Aragorn. Êtes-vous ennemi ou ami de Sauron, le seigneur ténébreux de Mordor ?»« Je ne sers que le seigneur de la Marche, Théoden roi, fils de Tengel, répondit Éomer. Nous ne servons pas le pouvoir de la lointaine Terre Noire, mais nous ne sommes pas non plus en guerre ouverte avec lui. Et si vous le fuyez, vous feriez mieux de quitter ce pays. Il y a des troubles à présent à toutes nos frontières, et nous sommes menacés, mais nous désirons seulement être libres et vivre comme nous avons vécu, conservant ce qui nous appartient et ne servant aucun seigneur étranger, bon ou mauvais. Nous accueillons les étrangers avec bienveillance dans les jours meilleurs, mais en ces temps-ci, l'étranger non invité nous trouve prompt et dur. Allons, qui êtes-vous? Que savez-vous, vous? Sur l'ordre de qui chassez-vous les orques sur notre territoire? Je ne sers nul homme, dit Aragorn, mais les serviteurs de Sauron, je les poursuis, dans quelque pays qu'ils aillent. Il en est peu parmi les hommes mortels qui en sachent davantage sur les orques, et ce n'est pas par plaisir que je les chasse ainsi. Ceux que nous poursuivons ont emmené captifs 2 de mes amis. En pareille circonstance, un homme qui n'a pas de cheval ira à pied. Il ne demandera pas la permission de suivre la trace. Et il ne comptera les têtes de l'ennemi qu'à l'épée. Je ne suis pas sans armes. Aragorn rejeta sa cape en arrière, le bouclier elfique étincela comme il le saisissait, et la luisante lame d'Anduril brilla comme une flamme quand il la tira du fourreau. « Elendil, je suis Aragorn, fils d'Arathorn, et je me nomme Elessar, la pierre d'Elfe, Dunadan, l'héritier d'Isildur, fils d'Elendil de Gondor. Voici l'épée qui fut brisée et qui a été reforgée. Voulez-vous m'aider ou me contrecarrer? Choisissez vite !» Gimli et Legolas regardèrent leur compagnon avec stupéfaction, car ils ne l'avaient jamais vu en pareille disposition. Il semblait avoir grandi en stature, tandis qu'Éomer était rétréci, et ils avaient dans son visage vivant une brève vision de la puissance et de la majesté des rois de pierre. Durant un moment, il parut aux yeux de Legolas qu'une flamme blanche scintillait au front d'Aragorn comme une brillante couronne. Éomer recula, et une expression de crainte respectueuse se montra sur son visage. Il baissa ses yeux orgueilleux. « Nous vivons d'étranges jours, murmura-t-il. Les rêves et les légendes surgissent à la vie de l'herbe même. Dites-moi, Seigneur, ce qui vous amène ici. Vous voulez peut-être que je rassemble ici ce que nous avons vu pour que vous puissiez retourner chez vous en ayant des outils en main. Donc je vous récapitule ce que nous avons vu. D'abord, ce qui est connu déjà, c'est que Aragorn maîtrise le passage entre les forces masculines et féminines, ou on peut dire position haute, position basse. Il maîtrise bien le passage de l'un à l'autre, et c'est ce que fait l'aïkido. Alors, comment le fait-il? Quel outil met-il en œuvre pour pouvoir passer de l'une à l'autre? Mais je dirais d'abord, il travaille ses légendes personnelles. Donc il a 2 légendes personnelles. Une qui correspond à sa position basse, c'est quand il se présente comme grand pas. Et puis la deuxième, quand il se présente sous une position haute. Là, il raconte une autre légende personnelle, une autre facette de lui-même, qui est Aragorn, fils d'Arathorn, héritier d'Elendil, etc. Quand je parle de légende haute et de légende basse, ça me fait penser que les racines de ces légendes sont dans le subconscient, elles sont d'ordre poétique. Donc ça renvoie à ce que le dessin que j'avais fait sur la vérité, et à ce que dans ma masterclass j'appelle poésie de l'humilité et poésie de la fierté. Vous pouvez avoir accès à ma masterclass quelque part. Ensuite, vous avez le phénomène de collision initiale et le phénomène d'absorption des cadres ou absorption des sphères. Alors là, Aragorn utilise différents cadres. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas 50 cadres. Ici, il utilise le cadre de l'analyse, le cadre de la puissance. Et
C'est ici aussi qu'on peut voir les limites d'Aragorn, parce qu'il est dans un environnement particulier et il n'a pas besoin d'utiliser par exemple le cadre de l'humour, et nous en avons besoin dans notre vie quotidienne. Donc il reste un exemple pour montrer ce qu'est l'aïkido mental et pour passer d'une position à l'autre, mais au point de vue des cadres, nous avons besoin d'autres sources pour enrichir notre catalogue de cadres. Je ferai bientôt d'autres vidéos qui parlent de l'humour. Quant à l'aïkido mental en lui-même, c'est difficile de le résumer en un seul mot, en une seule formule, parce que c'est toute une pratique, toute une philosophie, toute une vision. Mais je peux peut-être vous laisser avec une citation de Lao Tzu, qui est un des inspirateurs de l'aïkido, et qui disait « La douceur triomphe de la dureté, la faiblesse triomphe de la force ».